Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Philippe Pascot, écrivain, journaliste, auteur de Pouvoir du pire chez Max Milo. Bonjour Philippe Pascot. Bonjour. Alors Philippe Pascot, vous n'arrêtez pas. Là, franchement, je vais dire, ça fait quoi, 10 ans, 15 ans que vous dénoncez, que vous plus, ouais, 50 ans à peu près. 50 ans, voilà, que vous dénoncez, mais surtout depuis que vous avez eu des best-sellers absolument, je dirais presque qu'on ne les présente plus. Mais ce que vous avez fait, je voudrais rappeler, c'est que vous avez mis les mots sur les mots MOTS, sur les mots MAUX, mais vous avez mis surtout des noms. Eh oui, hein, ils aiment pas d'ailleurs. Ça, eh oui, c'est-à-dire que vous ne contentez pas de dire oui, il y a de la corruption, oui, il y a des passe-droits, oui, il y a les copains et les coquins, oui, il y a des espèces de Ménil de Velasquez où on fait du capitalisme, du connivence ou d'autres choses, mais toujours la connivence. Et mais vous mettez les noms. Alors, dites-moi, on va revenir au premier. Oui, délit d'élu. C'était, voilà, le fameux délit d'élu. 2013. 2013, c'est ça, ça fait 10 ans. 10 ans, c'est pas mal, c'est une... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le premier que vous avez vendu à des centaines de milliers d'exemplaires? Mais genre, comment les gens ont réagi? Parce que vous m'avez dit, hors antenne, que vous avez eu un seul procès, mais pour une vétille. J'ai pas de secrétaire, hein. Quand on fait ce genre de truc, on peut pas avoir de secrétaire. Donc j'ai fait une erreur à 2h du matin, une fois, sur un élu qui passait en jugement avec plusieurs autres personnes, et je lui ai attribué une condamnation qui n'était pas à lui. D'accord. J'ai pas eu de bol, je suis pas tombé sur le bon. Donc premier adjoint du maire de Nice, Front National, franc-maçon et commandant de gendarmerie. Ça m'a coûté 50 000 €. D'accord, mais alors le reste, comment ils ont réagi? Mal. En général, mal, on me parle plus. J'ai eu aucun article dans Libération et aucun article dans Valeurs Actuelles, parce que je tape aussi bien sur les types de gauche que sur les types de droite. Et je pars du principe que la corruption, c'est pas un parti politique, c'est un système. Et le système, c'est il est un aussi état bien... d'esprit presque. Non, oui, mais alors maintenant en France, ça devient même une règle. C'est-à-dire que plus on est corrompu, plus on a des chances d'arriver à être élu. Et alors justement, mais ils ont réagi comment? C'est en vous envoyant des mots, j'ai eu 7 ans de sarcophage dans mon travail. Vous savez ce que c'est qu'être au placard? Certes. Moi c'est en dessous. J'étais dans un sarcophage, dans un bureau sans fenêtre, avec 2 portes blindées pour venir me voir, plus de secrétariat. C'est au moment où vous étiez... Dès que j'ai sorti mon premier livre... À la municipalité, vous étiez... Ouais, j'étais à la communauté d'agglomération, dont le président est un type qui s'appelait Manuel Valls, je crois, qui a pas du tout aimé mes livres, malgré le fait que ce que je mets est purement factuel, c'est-à-dire que je n'invente rien. Je suis pas un type qui fait des rumeurs. Je parle que de concret, de vérité. Et je pense que la vérité, comme on dit, au niveau des élus, n'est pas forcément bonne à dire par moment. Mais alors, oui, mais quand ça atteint ce stade, c'est-à-dire que eux, effectivement, je me rappelle très très bien de ce livre, et puis des suivants, où vous mettez en caractère gras. Oui. C'est ça, en plus. J'adore. Vous stigmatisez, en plus. Et j'ai continué dans le dernier, dans le pouvoir du pire, parce que j'ai constaté que sur un individu, dont je vais donner le nom, notez bien, il s'appelle Christian Nègre. C'est un monsieur qui est un haut fonctionnaire qui, pendant 10 ans, au moins, s'est amusé à donner des diurétiques à des femmes, leur faire attendre 2 ou 3 heures pour qu'ils puissent aller faire pipi, et quand elles faisaient pipi, filmait ou regardait ce qu'elles faisaient. Dans tous les journaux que j'ai vus sur cette affaire, pas une seule fois j'ai vu le nom de ce monsieur-là. Et ben moi, ça tombe bien, je l'ai mis dans le livre, je l'ai mis en gras, justement. Il s'appelle Christian Nègre, c'est un haut fonctionnaire qui donnait des diurétiques à des femmes et qui a été couvert pendant plus de 10 ans. Couvert pendant plus de 10 ans. Ben oui, tout le monde le savait. Dans les petits milieux, on sait. Sauf que plus tu montes dans la hiérarchie, moins on ose t'attaquer. Et comme en plus, il s'occupait un petit peu de DRH, le problème c'est qu'il fallait se plaindre à lui-même. Mais il y a eu des lettres qui ont été faites, il y a des femmes qui se sont plaintes. En 2015, il y a des femmes qui ont écrit à 2 ministres. Il n'y en a pas un qui a répondu. Oui, et en même temps, vous êtes inattaquable parce que vous avez les preuves de ce que vous avancez. Ah, mais j'adore. J'adorerais qu'on me fasse des procès sur du factuel. Puisque le principe de la diffamation, c'est de prouver ce que vous êtes en train de dire. Moi, je n'écris que si j'ai les preuves. Et sur les 1700 noms que j'ai mis, j'ai fait une erreur. Et alors justement, depuis, alors le dernier, on va en parler évidemment du pouvoir du pire. Pourquoi d'ailleurs ce nom, le pouvoir du pire? Parce qu'on arrive vraiment dans le pouvoir du pire. Dieu sait que je commence à avoir un certain âge.
comme vous, André. Non, vous êtes très jeune encore. Et donc j'ai vu pas mal de choses depuis un paquet d'années, depuis 1958. Aujourd'hui, on arrive vraiment dans le pire du pire. Je vais vous donner un exemple. Sous le gouvernement Hollande, que je scrutais déjà, j'avais référencé 30% de membres du gouvernement Hollande qui avaient eu affaire à la justice ou au fisc. D'une manière ou d'une autre. Justice ou fisc. Ouais. Je truande sur ma déclaration, je truande sur mes impôts, etc. Aujourd'hui, avec le gouvernement Macron, qui soi-disant était un nouveau monde, soi-disant devait nous apporter le monde d'après. Le monde d'après, un monde heureux, sans corruption, j'en suis à 60%. Il y a 60% des membres du gouvernement depuis 2017 de M. Macron qui ont eu affaire au fisc ou à la justice. Est-ce que c'est ça le nouveau monde ? Et vous le prouvez. Enfin, mais moi j'ai les preuves, je suis factuel. Je peux vous sortir une Maserati, je peux vous sortir plein de choses sur une ministre de la Culture qui n'a pas fait des déclarations de changement de travaux dans sa boutique. On a tout ça. On va parler de tout ça après une petite pause et on va continuer. Et je vais vous dire, il y aura des choses à dire parce que Philippe Pasco, encore une fois, il dégaine. Ça passe ou ça casse. Et vous pouvez intervenir sur Sud Radio pour interpeller Philippe Pasco et son livre Le pouvoir du pire. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Je suis pas le seul, je vais vous dire. Il y en a beaucoup qui sont dans tous leurs états quand ils lisent les livres de Philippe Pasco. Parce que lui, il va, c'est un chien truffier, quoi. Il va partout, il va sortir les truffes. Mais alors, quelles truffes? Alors, justement, Philippe Pasco, comment vous travaillez? Enfin, depuis Délit d'élus, Alors, je rappelle donc il faut le lire celui-là parce que vraiment il y a beaucoup de choses. Le pouvoir du pire qui va sortir chez Max Milo. Quand vous travaillez, comment est votre méthode de travail? Comment vous faites? Je travaille la nuit. J'ai 600 mails par jour à lire. Je suis abonné à une trentaine de journaux et j'adore soulever sous le tapis. C'est-à-dire que je sais lire là où les gens ne regardent pas, parce que les gens ne lisent plus, les gens ne regardent plus. Et par exemple, dans un contrat. Moi, je regarde toujours les petites lignes d'abord. Ah ouais, les toutes petites, ou celles qui sont en 45e page. Ouais. À partir du moment où vous faites ça, l'information, vous la trouvez. Nous sommes encore dans des pays où on peut aller chercher l'information. Le problème, c'est que les gens vont la chercher de moins en moins. Donc, de plus en plus, elle est fermée et elle est accessible à quelques personnes. J'adore lire les textes de loi. Ouais. Bon. Je sais, c'est pas très sexy. Non, mais c'est là où on trouve. Mais c'est là où on trouve des choses. Dans les jaunes, on trouve plein de choses. Il y a encore des endroits où on peut trouver. Et puis j'ai, 15% d'informations qui m'arrivent par des gens qui, eux, ne peuvent pas les sortir. J'allais vous demander, vous devez quand même avoir des gens que vous connaissez qui disent, attends, j'ai des choses à quelques informateurs, mais ça devient de plus en plus difficile, parce que comme je suis très surveillé, c'est difficile de voir des gens sans qu'ils se fassent... Vous les rencontrez dans une clairière, dans un bois... J'ai un certain nombre de systèmes qui fait que je rends la tâche très difficile à la DGSI quand elle veut me pister quand je rencontre quelqu'un. Donc, mais j'applique uniquement leur système à eux, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est pas un peu le système du canard enchaîné, quelque part? Ah oui, pour moi un compliment. Mais j'adore. Je travaille avec le canard enchaîné depuis maintenant 35 ans. À une époque, il y a 35 ans, je donnais des informations au canard enchaîné sur certaines choses. J'adore le faites pour vos bouquins. Bah oui, j'ai un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien de le filer au canard, mais tant qu'à faire, j'essaie de le faire pour moi. Alors, l'autre titre qui vient de paraître, on en reparlera, Les cons, ça ose tout, moi aussi. Ouais. Vous pensez que faut faire ce que vous faites, faut quand même être un peu con au bon sens du terme? Faut être con et inconscient, je veux dire, les gens me disent, mais comment ça se fait que t'es encore vivant? Je vais vous donner une anecdote marrante à ce sujet-là. J'étais dans un salon un jour, et il y a un monsieur, il achète tous mes livres. J'étais content, mais il exige que je mette la date à laquelle il a acheté le livre sur ma dédicace. Première dédicace, je mets la date. Deuxième, je mets la date. Troisième, au bout du quatrième, je dis, mais pourquoi vous voulez que je mette la date, monsieur? Ouais. Vous, avec ce que vous avez écrivé, on va vous buter un jour. Donc je pourrais revendre vos livres 2 fois plus cher. Oui, il est pas mal. Oui. Depuis, je m'en sers d'argument de vente. Oui, c'est très joli. Oui, ça va valoir, ça va aussi. C'est ça va monter. Dès qu'on va vous tuer, comme il y a la date, je vais pouvoir le vendre plus cher. Donc, en fait, pour revenir à ça, donc vous notez tout, vous regardez les contrats, vous fouinez, Et je vérifie. Ouais. Surtout, je ne fais pas ce que font la plupart des gens aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 60 000 likes sur une information que c'est vrai. Donc sûr. Je les vérifie, je les vérifie. Je me suis même fait tuer pour ça, parce qu'à un moment donné, on voulait que j'intervienne sur la pédophilie, et j'ai dit, je n'écris que si j'ai la preuve.
Je n'écris pas sur les rumeurs. Donc c'est plus de travail. Je vérifie 3 fois avant de publier une information. Parce que j'aime pas les procès. Oui, absolument. Il vaut mieux. Et qui sont à l'affût. Je veux dire, le ministère, une fois, a payé 2 stagiaires pendant 3 mois, sur mes 2 premiers bouquins, 3 bouquins. Il a payé 2 stagiaires pendant 3 mois pour savoir si on pouvait me coincer à l'intérieur de mes livres. Et je le sais parce qu'il y a un des stagiaires qui est venu me voir 6 mois après en me disant « Monsieur Pasco, vous savez, j'ai été payé pour vérifier ce que vous écriviez. » Ah bon? Qui? Le ministère de l'Intérieur? Ah bon? Au moins ça la ferait. Vous créez des emplois. Ah mais ça m'a beaucoup amusé. Je dis cherchez. Mais au fond, ce qui est très intéressant, c'est que, et vous le savez, alors vous dénoncez, vous montrez, alors vous dites que le niveau de corruption... alors augmente. Plus on monte en haut de la hiérarchie. Entre 10 ans, on va pas remonter à... augmente. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est le système. Parce qu'aujourd'hui, les lobbies prennent le pouvoir sur les hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, une campagne d'électorale coûte de plus en plus cher. Vous savez combien coûte une campagne présidentielle, André? 50 millions d'euros. Deuxième tour, hein. Et qu'on me dise pas que c'est pas vrai. Il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler à hauteur de 40 millions. Vous les avez, les 40 millions d'euros? Ben, moi, je les ai pas non plus. Donc, à partir du moment où vous mettez 40 millions d'euros sur la table, en 6-7 mois, ça me rappelle un type qui s'est fait lire en mai 2017, ça. Hein, en 6-7 mois, vous posez 40 millions d'euros sur la table, 22 millions officiellement, bien entendu. Il y a des généreux donateurs. Et ben voilà. Et moi, si je te donne 1 million ou 2 millions d'euros, je veux le retour sur investissement, c'est pas de l'altruisme complet. Donc quand vous avez compris ça, ça va très très vite. L'argent aujourd'hui est en train de corrompre la politique. Et la soupe est bonne. Mais c'est pas nouveau ça. Balzac, du temps de Balzac, ça existe. Sauf que ça s'accélère. Mais c'est pas une raison parce que c'était déjà là-bas, ça s'accélère aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est plus facile de faire des virements bancaires. Aujourd'hui c'est plus facile quand l'argent circule. Avant déjà c'était plus compliqué. Maintenant c'est tellement facile de bousiller une entreprise, c'est tellement facile. Avant, ça prenait un petit peu de temps. Maintenant, ça va très très vite. Donc, les mauvaises choses vont aussi de plus en plus vite. Et la soupe est vachement bonne en tant qu'élu. Je l'étais, j'ai fait 25 ans d'élu. Je peux vous assurer. J'ai été conseiller régional, président de la fédération de la commission, de la commission apprentissage, formation et apprentissage sur toute l'île de France. J'avais 800 millions d'euros à gérer entre guillemets par an. J'étais maire adjoint d'Évry jusqu'à ce qu'on me mette dans un sarcophage à cause de l'écriture de mes livres. Et donc je sais de quoi je parle. Et être élu aujourd'hui, quoi qu'on en dise, la soupe est très très bonne. La preuve, et je vais vous la dire, je suis fou de rage après le président du Sénat aujourd'hui, qui refuse, Gérard Larcher, qui refuse officiellement de donner le montant exact de sa retraite et de donner comment la retraite des sénateurs est calculée. Je dis bien qu'il le refuse officiellement en plus. Ce type-là, qui vient de réduire la retraite de l'ensemble des Français, refuse de donner le montant de la sienne. Oui, j'ai quand même un malaise. Vous la connaissez, vous? Voilà, celle de Larcher. Du Sénat. Je suis en train de creuser dessus, qui s'inquiète pas, on va le savoir. Et dites-moi, par rapport à cela, vous disiez qu'hors antenne, pendant la pause, vous disiez le problème, c'est que vous avez connu, et il y en a, et il faut dire, il y a des gens très très honnêtes, et enfin, même sincères, mais qui à un moment donné, peut-être, je sais pas, est-ce que c'est le pouvoir, est-ce que l'accession à une charge, qui peuvent un peu leur faire péter les plombs, comme on dit vulgairement? Voilà, je vais prendre un autre exemple qu'on comprenne bien. Mai 2017. Les gens qui se sont présentés comme députés, c'était pas des vieux politicards, c'était des gens qui allaient remplacer la vieille politique. C'était plein de gens de la société civile. Tout à fait. Faut pas l'oublier. Bien sûr. Eh ben, je vais vous donner un truc. Avant le renouvellement des députés, 87 d'entre eux n'ont pas mis les pieds une seule fois à l'Assemblée nationale en 1 an et demi. Ces gens-là qui étaient de la société civile, qui étaient là pour changer les choses, ont fait parfois pire que les députés du vieux monde. 87 d'entre eux ne sont jamais venus à l'Assemblée. 87 députés n'ont pas mis les pieds pendant 1 an et demi dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour des gens qui prêchaient un nouveau monde, je dis, les mecs, vous faites pire que ceux d'avant. Et c'est vrai. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là qui étaient honnêtes sont pas devenus malhonnêtes, ils sont devenus malhonnêtes à cause du système. Parce que quand vous rentrez dans ce genre de système, on vous propose tellement d'avantages que vous goûtez à la soupe. Et comme vous trouvez la soupe vachement bonne, vous avez envie de la garder. Et surtout, de ne pas la partager.
Mais dites-moi juste, avant qu'on fasse une petite pause encore et qu'on accueille Philippe Pascot, quand même, ne généralisez pas, peut pas dire qu'il n'y a que des corrompus, que des malhonnêtes et que des pourris. Voilà, c'est pas vrai. Je le dis toujours, je suis pas jacobin. Il y a des élus honnêtes. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. Parce que plus vous montez dans la hiérarchie des élus, le petit élu de base, le petit maire de commune, c'est hyper honnête, ils dépensent plus d'argent que la peu d'indemnités qu'ils ont. Cela, il n'y a rien à dire. Mais plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous vous rendez compte qu'ils sont obligés tellement de faire de compromis, d'avaler des couleuvres, etc., que ces mecs-là se corrompent automatiquement. Ils vont dans des dîners à Paris, je sais, j'en ai encore eu quelques-uns là qui ont fait des dîners spécifiques. Quand vous faites 3 dîners par semaine avec des chefs d'entreprise, quand vous êtes député, etc., à un moment donné, je te rends service, tu me rends service, on se rend service, et on se tient par la barbichette. Et puis c'est pas ça, quand on dit il est sympathique, je vais pas lui en vouloir. C'est exactement ça. Bon, je pensais, oui, c'est vrai que c'est un capitaliste, tout ça, mais je vais pas lui en vouloir. C'est ça. Puis, non, je le connais bien, il est sympa. Pas lui, les autres, oui, mais pas le mien. Très joli, ça. Vous nous appelez pour faire réagir avec Philippe Pascot pour son livre Auteur du pouvoir du pire chez Max Milo, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et Philippe Pascot, écrivain, journaliste, le plus grand fouille-merde de la politique française, auteur de Le pouvoir du pire chez Max Milo. Et franchement, ça vaut le coup aussi que vous fouillez aussi, vraiment lisez son livre. Et puis l'autre, un autre livre, parce que il fait tout par deux, lui. Voilà, c'est Les cons, ça ose tout. Moi aussi, effectivement, aux éditions Bonneton. Alors, Philippe Pascot, au fond, vous avez, c'est votre combien de bouquins quantième bouquin sur ce sujet? J'en suis à 8 ou 9. Ouais, quand on aime, on compte plus. Ça, c'est vrai. Et j'ai de quoi faire encore 5 ou 6 livres, malheureusement. Et l'idée de base, c'est de dire, écoutez, moi j'expose, voilà ce qu'il en est, après faites ce que vous voulez. À vous de vous en emparer et de ne pas vous laisser faire. La meilleure façon d'éviter les abus, c'est la transparence. Plus on est transparent dans les livres, moins ils peuvent abuser derrière. Et on a quelques réussites grâce à ça. Quand j'ai sorti Pilleurs d'État en 2015, d'abord c'était un moteur pour les Gilets jaunes, parce qu'ils sont plus inspirés, c'est le livre qui parlait des avantages et des privilèges des élus. Les gens ne savaient pas. Ils étaient au courant, mais sans savoir exactement. Quand vous savez exactement, c'est beaucoup plus difficile. Moi, pendant 35 ans, avant d'être mis dans mon sarcophage, j'ai affiché mon salaire au-dessus de ma tête dans mon bureau. Les jeunes qui venaient me voir, Philippe, tu gagnes 2500 €. Bah ouais, je gagne 2500 €. À l'époque, c'était bien. Ah ouais, c'était bien. C'était propre. Ouais. Bah ouais, mais tu vois, je travaille le samedi, je m'arrête à 19h, et quand tu es transparent, en fin de compte, tu gagnes pas assez. Bah ouais, t'as raison, je gagne pas assez. Donc, plus on est transparent, moins on évite les abus. C'est aussi simple que ça. Et en politique, plus tu caches, plus tu peux faire n'importe quoi. Et moi, mon boulot, c'est justement de soulever le tapis, de dire non, ça faut pas cacher, monsieur Colère. Un peu de lumière, là. Ben ouais. C'est trop facile de faire des petites affaires sans que les autres le sachent. C'est trop facile de dire que t'as une chemise blanche, alors qu'en fin de compte, t'as un slip sale. Et alors, justement, Philippe Pascot, est-ce que vous avez, dans vos livres, est-ce que vos livres ont permis d'obtenir soit des sanctions, soit des... Oui, grâce pas qu'à moi, mais grâce à mon livre et à d'autres journalistes géniaux comme Monsieur Le Breton, comme etc., on a réussi à faire bouger l'IRFM, qui est devenu maintenant autre chose. C'est pas tout à fait ça encore. On a réussi à faire bouger l'histoire de la somme qu'ils versaient aux députés, ex-députés, leurs femmes, leurs enfants, quand ils mouraient. Les frais d'enterrement. Ah oui, les frais d'enterrement. Bah ouais. Si on l'avait pas dit, ça aurait continué. Et on n'a pas tout à fait réussi, parce qu'on a réussi au niveau des députés. C'est passé de 18 000 à 2 500 €. Les ex-députés, hein. Parce qu'il touchait, il y avait indemnité 18 000 €. Oui, tu mourrais, t'étais un ex-député, 18 000 €. Et rappelez l'IRFM, c'est quoi? L'IRFM, c'est l'indemnité représentative de frais de mandat. C'était les 5 700 € nets d'impôts que touchaient les députés avant qu'on s'en mêle. Tous les députés, chaque député. Chaque député, 6 200 € pour les sénateurs et 5 700 € pour les députés. Et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. On leur donnait ça, et puis... il y en a qui se sont achetés des maisons, des appartements, de la lingerie, enfin, etc. Ça continue, hein. Ça continue, mais c'est un peu plus serré maintenant. Maintenant, c'est autre chose. Ils ont remonté un autre truc. Le même montant. C'est toujours le même montant. Ils ont le droit de s'acheter une voiture avec, mais ils sont obligés de déclarer. Donc là, ils sont un peu plus pistés. Alors après, on peut...
continuer à creuser, parce qu'il y a un déontologue qui ne peut les vérifier qu'une fois tous les 5 ans. Il y a encore beaucoup de députés, et c'est pas bien, qui font des doubles de leurs notes de restaurant pour se faire rembourser 2 fois. Donc, carrément. Oui. Mais j'ai les preuves. Attention à vous. J'ai les preuves. Mais il y en a toujours qui abusent. Parce que le système fait qu'ils peuvent abuser. Ce qu'il faut, c'est qu'on serre le système. C'est le système, en fin de compte, qui est pas bon. Si jamais le système était un peu plus sérieux, si on vérifiait un petit peu plus, il y aurait moins de Alors, tentations. qu'est-ce que vous répondez? Je ne fais pas l'avocat du diable, et ils ne méritent pas ça, les pauvres députés, ou les pauvres députés. Il y en a qui sont honnêtes, hein. Il y en a qui sont, exact, oui, il faut le dire. Et ne me dites pas qu'au Audiard, il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Mais c'est pas la majorité, malheureusement. Mais, non, mais juste, oui, mais qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit, attendez, vous êtes bien gentil, mais comme vous, Philippe Pasco, voilà, on vous disait, ah oui, mais t'es pas assez payé. Eh ben, moi, vous savez, c'est un travail d'enfer, voilà, et j'ai besoin, qu'est-ce que vous voulez, j'ai famille, etc. Et que voilà, il faut que j'ai vous savez, je rencontre des gens, je jette des gens. Non, mais, faut que j'ai honnêtement, entre nous, ils sont bien payés, faut pas déconner. Donc les députés qui disent, comme je l'ai mis dans le livre, moi avec 5 000 €, j'arrive pas à finir les fins du mois et je suis obligé de m'acheter des pâtes. Arrêtez de rigoler, j'ai été élu, je sais tous les avantages qu'il y a à côté. Ils payent pas leur internet, ils payent pas leur téléphone. Moi, j'ai même un député qui se faisait rembourser ses costumes en faisant venir le couturier dans l'Assemblée nationale. Arrêtez un petit peu de décence par rapport aux gens qui aujourd'hui sont au RSA avec 500 balles et qui dorment dans leur voiture. Et il y en a. Et il y en a de plus en plus. Et Philippe Pasco, à part les députés, vous avez fait les maires, les députés, les conseillers municipaux. J'ai fait tous. Les sénateurs aussi. Tout ce qui est élu, en fait, ce sont les élus. Élu, ouais. Et moi, j'ai tapé véritablement les élus, plus que quelques grands patrons d'entreprises ou de choses comme ça, qui vraiment sont pas très très corrects, quoi. Mais généralement, ce sont les élus. La plupart du temps, c'est les élus. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui nous représentent. C'est des gens qui prennent des décisions, et je l'ai fait en tant qu'élu, pour 20 ans dans votre vie. Moi, je dis qu'un élu qui est pris la main dans le sac, aujourd'hui, on lui accorde des circonstances atténuantes. Moi, je trouve plutôt qu'il devrait avoir des circonstances aggravantes. Quand je vois qu'un type comme Balladur sur l'affaire Karachi a été condamné à 2 mois avec sursis. Mais quelle honte! Tu voles un paquet de chewing-gum aujourd'hui. Il y a un type qui a volé un paquet de pâtes, etc. Il a été condamné à 3 mois ferme. 3 mois ferme. 2 mois avec sursis sur l'affaire Karachi, alors qu'il y a eu des gens qui sont morts dans cette affaire. Je peux pas l'accepter. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour. Oui, et ça s'aggrave avec l'ère Macron. Mais... Et est-ce que, alors vous n'avez pas touché la justice en revanche? Si, j'ai touché la justice aussi. Tout ce qui est corrompu et qui ne fonctionne pas. La justice qui ne fonctionne pas favorise la corruption. Quand vous voyez qu'ils ont monté le truc d'intérêt, j'arrive jamais à le dire ce truc-là. Faute avouée, demi-pardonnée. C'est-à-dire que vous volez, etc. Vous l'avouez, vous passez dans un petit bureau, on vous donne une petite amende et vous ressortez. Et surtout pas de publicité. Moi j'ai chopé une nana comme ça qui avait tourné 300 000 €. 300 000 € à une association en plus d'handicapés. Déclaré plaidé coupable, je passe son machin. Personne ne le savait. Personne ne le savait. Non. Moi, je l'ai écrit, je l'ai dit. Et en fin de compte, 3 mois après, elle est obligée de démissionner. Mais si je l'avais pas dit, si j'avais pas téléphoné à la Provence, si j'avais pas téléphoné à monsieur, comment il s'appelait, le défenseur des droits. Non, le défenseur des droits, il en a rien à foutre. Non, j'avais téléphoné à la Provence, à Bailey, la dépêche du midi. J'avais téléphoné aussi à Tapi, etc. Ils voulaient rien publier. Ouais, tu comprends, c'est une affaire qui est passée, Pasco, tu nous fais chier, comme vous connaissez Tapi, tu nous fais chier avec ce truc-là. Ok, pas de problème, je suis passé par des petits blogs de gens. Et ça s'est répandu, ça a fait le buzz, et la nana, au bout de 3 mois, elle a démissionné. Parce que c'est normal. Quand tu détournes 300 000 € dans ton boulot, t'es viré. C'est même moi. Même eux, non. C'est normal. Non, il y en a, regardez, il a oublié de déclarer 300 000 € dans ses impôts. En plus, c'est le ministre de la Justice. Il les rembourse, on lui dit plus rien. Chapeau. Ça vaut le coup d'être ministre et de détourner. Pardon, excusez-moi, monsieur le ministre. 300 000 €. Non, mais c'est vrai. Non, c'est un oubli. Et on pourrait en faire, je vous dis, on pourrait en faire. En fait, on pourrait faire une liste de tout cela et parler pendant quelques heures, des appels permanents comme ça. Mais on va recevoir nos auditeurs et je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup. Au 0826 300 300, on accueille Sophie de l'Hérault. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Oui,
Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Pasco. Bon, félicitations à tous les deux pour votre courage. Monsieur Pasco, j'ai lu donc Pilleur d'État. J'ai pas dû tous les lire, mais en fait celui-là m'avait particulièrement touché. Voilà. 120 000 exemplaires. J'ai reconnu beaucoup de gens au fil des pages. En tout cas, les pratiques. Monsieur Pasco, j'ai une question à vous poser. La corruption, d'après vous, elle vient d'en bas vers le haut ou elle vient d'en haut vers le bas? Bonne question. C'est une bonne question, elle vient d'en haut vers le bas. Le problème, c'est qu'un élu qui est en haut, qui truande, entraîne autour de lui plein de gens qui ne disent rien. Ouais, c'est ça. Vous confortez. L'histoire serait trop longue et je prendrai l'antenne jusqu'à ce soir. Mais je me suis présentée dans mon village justement pour dénoncer la corruption. Et sur ma profession de foi, j'avais mis selon que vous soyez puissant ou misérable. Et aujourd'hui, je me bats encore, pour dans mon village, j'ai une affaire de passe-droit. Alors en fait, le maire a autorisé. Sophie, on va pas pouvoir raconter toute l'histoire. Je vais vous dire juste ça, c'est-à-dire que pour se protéger, parce que le maire a fait une grave erreur, il est allé chercher le puissant conseiller départemental, etc., pour se protéger les uns les autres. Et en fait, ça maintenant, ça se sait. Les gens, ils n'en peuvent plus. Voilà. Ça c'est vrai. Vrai, Sophie. Maintenant, ça se sait. Avant, ça ne se savait pas. Continuez à le dire. Qui s'inquiète parce que je suis pas prête à m'arrêter et je voudrais que Monsieur Berkoff me reçoive sur son antenne pour qu'on dénonce plus amplement nous là, les petits, ceux qui ont jamais le droit à la parole. Alors écoutez Sophie, moi c'est ce que je fais, vous le savez, dans l'émission. Alors vous allez donner hors antenne votre numéro et je vous promets, on va vous rappeler. Ah super, merci Monsieur Berkoff. Merci à tous les deux, continuez. Merci beaucoup Sophie. On accueille Jean-Claude de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité. Très intéressant Monsieur votre livre. La question que je voulais vous poser, la corruption, elle n'existe pas depuis hier, elle existe depuis malheureusement des siècles et des siècles. C'est clair. Par contre, mais la question que je voulais vous poser, est-ce que vous ne pensez pas que la corruption et ceux qui sont corrompus sont entre guillemets, jugés aussi par des corrompus. Moi, j'ai vécu pendant des années dans les Hauts-de-Seine, et je ne vais pas vous citer des noms, vous avez le droit, monsieur, et chapeau à vous. Je ne veux pas trop en citer, mais je me rappelle dans les Hauts-de-Seine, et pendant des années, il y avait effectivement un président, et puis vous aviez un grand du BTP. Bon, alors on va passer... Je connais l'affaire. Non, alors allez-y. Voilà. Alors, est-ce que les corrompus ne sont pas jugés aussi par des corrompus? Ce qui fait qu'effectivement... Mais qui met en place certains juges? C'est bien les élus. Donc ils se tiennent par la bêche de ça. Mais il y a quand même des juges honnêtes. Le problème, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux et qu'ils doivent de plus en plus se battre. Vous voulez dire, c'est les corrompus parlent aux corrompus. Et les embauchent. Mais les coupables, c'est nous. C'est nous qui les élisons, les élus. N'oubliez pas. C'est vrai. Ne fuyons pas nos responsabilités. Lucien. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite avec Philippe Pasco. Merci beaucoup Jean-Claude. À tout de suite. 0826 300 300. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff avec Philippe Pasco pour son livre Le pouvoir du pire, édité chez Max Milo. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Arnaud du Val-de-Marne. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Pasco. J'ai une petite question en préambule. Vous voulez faire sauter la République, Monsieur Pasco, ou quoi là? Parce que pas du tout. Avec les informations que vous donnez, que vous avez rédigées dans un livre, ça va créer un gros malaise. En tout cas, je vous félicite du travail d'investigation que vous avez fait. Merci. Moi, je voulais rebondir sur tout ça pour vous dire en effet que la situation en France, vous l'avez bien décrit, elle est petit à petit, elle augmente dans la corruption et dans le pire et dans l'utilisation d'un système qui est bien vérolé. Je pense qu'on peut relier tout ça aujourd'hui un petit peu avec ce qui se passe en France. J'étais déjà intervenu sur Sud Radio là-dessus. C'est que en fait, quand on regarde un peu la structure politique de la France, on a une structure actuellement qui ressemble à une structure d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez des groupes d'actionnaires qui sont représentés par l'UE.
La nation, la France, est une filiale de ce groupe d'actionnaires, comme tous les autres pays européens. Absolument. Le président n'est qu'un PDG et son action ne revient qu'à, si vous voulez, tout simplement appliquer les ordres de l'Union européenne en faisant passer ça via des réformes, des choses comme ça. Bon, on le voit bien d'ailleurs avec la réforme des retraites, puisque, si vous voulez, M. Macron n'a absolument pas écouté le peuple. Et puis, en ce qui concerne la partie... pourquoi il n'a pas écouté le peuple? Parce que les ordres viennent de l'Union européenne et que c'est une imposition de l'Union européenne. Et qu'en fait, on retrouve exactement la même chose. On va retrouver exactement la même chose, puisque Mme Borne a déclaré que dans le cadre de la loi sur les migrations, il n'y avait pas de majorité. En définitive, ce qui se passe, c'est que le gouvernement et M. Macron attendent tout simplement des directives de l'Union européenne, puisque l'Union européenne va décider bientôt de faire une loi anti-immigration, en tout cas de réguler le problème. Donc on arrive bien, si vous voulez, à ce que M. Macron attende les instructions de l'Union européenne, telles que je viens de le décrire. Ce qui se passe, et M. Pasco l'a parfaitement décrit, c'est qu'en fait on utilise les machines d'État et tout le système pour pouvoir réaliser des affaires plus ou moins importantes. Quand on prend l'affaire Macron-Colère, sur l'affaire MSC et les ports africains. Non, attendez, on ne va pas détailler tout cela, vous avez très bien décrit le mécanisme. Exactement. Je connais bien le dossier, monsieur. Par contre, écoutez-moi. Écoutez-moi, ce que vous dites sur l'Europe est intéressant. Maintenant, ce que je veux tiens à préciser, qu'on n'est pas obligé d'appliquer les directives européennes, quoi qu'on en dise. Il y a plein de pays aujourd'hui qui restent maîtres de ce qu'ils veulent faire dans leur pays et qui refusent d'appliquer. Donc c'est faux de dire qu'ils l'appliquent uniquement. C'est parce que simplement ils n'ont pas de couilles. Il l'applique parce qu'il a envie de l'appliquer. Parce qu'il a envie, mais il n'est pas obligé. Moi, l'Europe, je compare ça à un syndicat de copropriété. Vous connaissez ce que c'est qu'un syndicat de copropriété? Donc un syndicat de copropriété, il s'occupe des espaces communs. Ok. Il s'occupe de la route, du gardiennage et un petit peu de l'herbe à pousser. Mais là où je commence à hurler, et on aurait raison de le faire, c'est quand le syndicat de copropriété commence à s'occuper de la couleur du papier peint de ma chambre. Je ne suis pas d'accord. Et malheureusement, et c'est ce qu'ils font, et là malheureusement, nos gouvernants n'ont pas les couilles de dire la couleur du papier de ma chambre, c'est moi qui décide et c'est pas toi. Oui, c'est ça Arnaud, le problème. Ils ont compris que le système leur était simple, parce qu'ils n'ont pas de stratégie à mettre en place. On est d'accord. Et ils n'ont qu'à appliquer des directives sans avoir de réflexion stratégique politique à long terme telle qu'on pouvait l'avoir selon De Gaulle. Oui. Et l'image que vous donnez sur la copropriété, oui, je la connais bien, c'est tout à fait vrai. Et M. Asselineau a déjà fait des conférences là-dessus et a parfaitement décrit cette situation. Arnaud, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Tout à fait. Merci Arnaud. Merci beaucoup Arnaud. On accueille Julien de Créteil. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour mon cher André et bonjour à Monsieur Dynamite parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut vous appeler. Dynamite. Les deux. Mais vous avez le mérite de le faire et franchement on vous voit pas beaucoup d'ailleurs. Je reprends la comparaison de ce que a dit votre précédent interlocuteur. Vous êtes un peu le Asselineau des élus. Vous êtes souvent sur le bord de la route et quand on vous invite, ça dérange un peu les plateaux. Mais passons. Moi je regardais un petit peu les différentes affaires qu'il y a depuis que ce gouvernement est en place. Alors entre l'affaire Alstom, Dubost, qui s'était payé des petites culottes aux frais de la princesse, Bardella, Solaire, Delevoye qui avait dû quitter au moment de vouloir nous mettre en place cette infâme réforme des retraites. Je vais pas faire toute la liste là parce que sinon je pense que Brigitte Lahaie, son émission serait mangée entièrement. Ah oui, vous n'allez pas me faire ça. Non, je vais pas vous faire ça mon cher André, mais franchement, écoutez, le système est pourri jusqu'à l'os, ça pue la corruption, ça déborde, et à un moment donné, quand un gouvernement a la mérule, il n'y a plus rien à faire, il faut couper l'arbre. Donc je pense que M. Macron, très objectivement, devrait soit démissionner, il a dit qu'il ne le ferait pas, être destitué, il ne reste que ça, ou faire un référendum, mais même le référendum, il en a très très peur. Et très clairement, moi je me pose quand même une question, et je rebondis sur ce qui a été dit juste avant, je trouvais que c'était juste. Pourquoi en fait en France, on ne laisse pas une alternance politique qui est ni extrême gauche, ni extrême droite, et qui revendique une souveraineté française? Pourquoi on ne permet pas cette alternance politique qui est raisonnable, je le mets entre guillemets, pourquoi on ne lui permet pas de s'exprimer et de proposer un programme pour que tout ça change? Parce que juste avant Julien, juste avant de la parole évidemment à Philippe, c'est que il n'y a pas un parti souverainiste en France qui a actuellement. Ça pourra venir. Si, vous en avez qui sont ni extrême gauche ni extrême droite. Oui, mais il n'est pas encore avec des effectifs suffisants pour renverser la vapeur. C'est tout le problème. Il est surtout blacklisté, vous le savez très bien. C'est tout blacklisté et très divisé. Philippe.
Oui. Je ne peux être que d'accord avec vous, mais encore une fois, la démocratie, c'est entre nos mains aujourd'hui. Hein. C'est nous qui la faisons. Hein. Moi, on se sert de la démocratie en France, et c'est ce qui est en train de se faire, parce que je rappelle quand même qu'il y a des endroits, comme en Seine-Saint-Denis, où il y a 90% d'abstention hors urne. Aujourd'hui, la démocratie, elle meurt parce qu'on s'en sert pas. Aujourd'hui, la démocratie, elle meurt parce qu'on veut tous des élus propres, mais pas le sien. Hein. Non, parce que le mien, je le connais, il est sympa. Il a trouvé du travail à ma fille. Je vais quand même pas l'enfoncer. Et c'est pour ça que des Guérini ont tenu pendant 20 ans. C'est pour ça que des Balkany ont tenu. Et on peut en citer, je peux en citer 100 000. Mais ces gens-là, ils se sont présentés aux élections. Plusieurs fois. Ils ont été élus très régulièrement. Et ils ont été réélus régulièrement. Moi, je dis toujours, mon frère met les mains dans la confiture. S'il se présente à une élection, je ne vote pas pour lui. Il faut savoir ce qu'on veut, absolument. Merci Julien. Merci beaucoup Julien. Et on va à Pau avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Oui. Oui, bonjour Monsieur Basco, bonjour Monsieur Berkhoff. Voilà, moi j'avais une question. J'ai toujours eu, je ne sais pas pourquoi, hein, mais une grande confiance au commissaire, à la Cour des comptes. Oui. Et j'ai toujours pensé qu'on ne faisait pas, qu'on ne donnait pas assez de pouvoir. Je voulais savoir si Monsieur Basco avait déjà eu ou entendu des affaires qui prouveraient que en fait non, c'est peut-être pas si bien que ça, que ce sont des gens honnêtes, voilà quoi. Encore une fois, la plupart des gens de la Cour des comptes sont des gens honnêtes. Après, c'est vrai que les moyens, on les réduit. Je l'ai mis dans un de mes anciens livres, et je parle de la Cour des comptes dans le livre, dans Le pouvoir du pire, où quelque part ils se sont octroyer une petite augmentation de 9 000 € en maquillant les chiffres. Le problème qu'a la Cour des comptes, c'est que ce n'est que consultatif. Donc ils n'ont aucun pouvoir de répression. Exécutoire. Et en plus, c'est vrai, je vais vous donner un exemple, il y avait des cours des comptes régionales. Et ben l'État s'est arrangé pour supprimer des voitures à ces cours des comptes. Ce qui fait que quand une cour des comptes avait la voiture, l'autre ne l'avait pas. Donc en fin de compte, on ralentissait par le fonctionnement le délai d'instruction des cours des comptes régionales. Mais comment l'État, c'est arbitrairement? Oui, arbitrairement, ils ont réduit le fait que les gens pouvaient se déplacer avec plusieurs voitures de service. Ce qui fait que quand un contrôleur se rendait dans une entreprise, bah, l'autre contrôleur, il pouvait pas, il était obligé de rester au bureau. Donc du coup, ça ralentissait les dossiers. Oui, et puis surtout, c'est une autre technique pour ne pas. Et surtout, Jean-Louis, la Cour des comptes d'imbalance n'a pas l'autorité. Aucun pouvoir coercitif. N'a aucun pouvoir coercitif. Oui, ça, je le savais, mais je me suis souvent posé la question. Je me suis souvent demandé s'il serait peut-être pas bon de justement leur donner un peu plus de pouvoir. Eh ben ça, il faut que l'État, que les élections envoient des députés qui choisissent de le faire. Voilà. Et c'est possible. Faut une loi. Mais ça dépend que de nous, encore une fois. Et comme toujours. Mais Philippe Pasco, au fond, vous dites que vous en avez encore, enfin si, en continuant cette veine, vous en avez encore pour 10 ans, ou peut-être plus d'ailleurs si affinité. Mais est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas, comment en fait, on arrive c'est vraiment important. Vous seriez, vous, et j'espère pas par des moyens corrompus, vous seriez ministre de l'Intérieur ou ministre de la Justice. Comment on peut, je ne dis pas supprimer, il ne faut pas rêver, toute la corruption, la nature humaine, on supprimera jamais tout. Absolument. Mais comment on peut limiter les dégâts? Je vais vous donner un truc dont je milite depuis 2013, puisque je suis l'instigateur de la pétition, la première, sur le fait qu'il faut un casier judiciaire vierge pour être élu. Aujourd'hui, ça n'existe toujours pas. Ça n'existe pas. Non. 396 métiers, je vous donne encore un autre scoop, il y a plus de 396 métiers, c'est moi qui les ai référencés. En gros, il y en a 600 en France, à quel on exige un casier judiciaire vierge pour travailler, pas pour être élu. Vous pouvez bosser dans une mairie. Si vous avez un casier chargé, si vous êtes condamné, on vous vire de la mairie, on peut même vous retirer votre retraite. Par contre, pour diriger la mairie, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir un casier chargé. C'est le premier point. Le deuxième point, moi je souhaiterais que le vote soit obligatoire. Que le vote soit obligatoire. Oui. Oui. Ça serait tellement simple. Et qu'on me dise pas que c'est pas possible, ça existe déjà en France. Belgique. En France. En France. Ça ah oui, j'adore quand je vois ça. Ben ouais. En France. En France, le vote obligatoire existe déjà. Où ça? Les sénateurs. Moi, j'ai été conseiller régional, j'ai été obligé d'aller voter pour les sénateurs. C'est un vote obligatoire. Et je vais même te dire plus. On m'a donné 100 € pour aller voter. Et ben en France. Voilà, il faut faire la prime vote obligatoire avec prime. Et surtout, en plus, un truc vachement simple, le vote, on ne le fait pas le dimanche. On le fait sur les heures de travail. Et qu'on me dise pas là aussi que c'est pas possible. Ça existait déjà en France. Le vote professionnel.
c'est bien sur les heures de travail. Pourquoi on pourrait pas le faire pour les élus? Et j'ai plein de solutions comme ça pour améliorer. Alors, on refermera jamais totalement la porte de la corruption. Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est la refermer le plus possible. Exactement. Rien que le casier judiciaire vierge, on va faire qu'un petit peu de ménage. Écoutez, en attendant, je crois qu'on a fait un certain ménage là, à Sud Radio aujourd'hui, avec cette émission, avec Philippe Pasco, et puis on va continuer. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Philippe Pasco, écrivain, journaliste, auteur du Pouvoir du pire, édité chez Max Milo. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. Après les informations, à tout de suite sur Sud Radio.